Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce débat avec Air Liquide, avec Émilie Mourin-Renoir, qui est membre du comité exécutif d'Air Liquide et qui supervise notamment l'innovation, le digital et l'IT. Bonjour à vous tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour un moment d'échange avec nos actionnaires. Les actionnaires, notamment les actionnaires individuels, c'est très important pour Air Liquide et pour mener à bien notre stratégie et la réussite de notre nouveau plan Advance que nous avons annoncé en mars plutôt cette année et dont nous allons reparler, je suis sûre, ce matin. Voilà, et vous allez en particulier nous parler de comment un groupe comme Air Liquide contribue au progrès par l'innovation technologique. Mais avant de commencer, un petit film de présentation d'Air Liquide. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Air Liquide, mais il y en a peut-être 2-3 qui ne connaissent pas Air Liquide. Donc, on regarde un petit film rapide. Alors là, on finit avec l'image Air Liquide, inventeur d'avenir. Et justement, Émilie, les sociétés doivent innover pour survivre et progresser. Alors cette innovation, elle irrigue bien sûr les activités traditionnelles, le core business qui devient ainsi plus efficace. Et puis, elle irrigue aussi les développements du groupe vers de nouveaux métiers, de nouvelles applications. Alors, quelle est la spécificité de l'innovation au sein du groupe Air Liquide ? Alors Air Liquide, on est un leader mondial de la production et distribution des gaz industriels et médicaux. L'innovation, c'est vraiment au cœur de nos métiers et en fait, ça fait partie de notre ADN depuis la création du groupe en 1902. Donc les spécificités maintenant, pour répondre précisément à la question, les spécificités de l'innovation chez Air Liquide, alors je dirais qu'il y a 3 points. Le premier, c'est un ancrage local. On a 5 campus d'innovation qui sont répartis sur 3 continents dans le monde et non pas un grand centre de R&D centralisé. Et ça nous permet d'avoir une grande proximité avec nos clients et leurs besoins. Le deuxième point, c'est qu'on a une organisation qui nous permet vraiment d'aller de l'idée jusqu'au produit. On a notamment notre campus qui est un campus technologie près de Grenoble où sont industrialisés et fabriqués un certain nombre d'équipements qui ont vu aussi leur création, je dirais, sur ce même campus. Et la troisième spécificité, c'est que nous travaillons dans un écosystème. Nous croyons beaucoup à l'innovation ouverte, un écosystème de partenaires. Nous avons 400 partenariats de par le monde avec des universités, des labos de recherche, de grands groupes industriels, mais aussi des start-up.
Et ça, bien, ça nous permet d'aller plus vite pour atteindre le marché. Donc tous ces éléments nous permettent d'être un leader technologique sur les secteurs clés que nous avons visé de développer, qui sont l'hydrogène, la transition énergétique, l'électronique, la transformation de la santé et la deep tech, pour en citer quelques-uns. Donc nous souhaitons être un leader technologique très innovant, et la preuve en est, nous déposons environ un brevet par jour. Alors, on va commencer par parler des métiers traditionnels, parce que même dans les métiers traditionnels, l'innovation irrigue une entreprise. Il y a notamment toutes les possibilités offertes par le big data, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de progrès, de services qui ont été ajoutés au groupe pour améliorer sa performance ? Oui, alors pour parler un peu de digital et de data, Rémi, le digital, pour nous, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Nous avons vu ces dernières années une accélération phénoménale de l'usage du digital et des données au sein de toutes nos opérations, de toutes nos lignes d'activité de par le monde. Alors ça sert à quoi ? Ça sert tout d'abord pour nos clients, pour nous permettre de leur offrir, nos clients et patients, de nouvelles offres et d'améliorer leur expérience utilisateur. Ça nous sert également sur nos opérations, donc nos marchés traditionnels, comme vous l'avez dit, afin de rendre nos usines de production plus performantes, d'améliorer leur consommation en énergie, de réduire leurs émissions de CO2, entre autres. Et puis troisième point, c'est pour nos collaborateurs et collaboratrices. Les outils digitaux d'aujourd'hui et l'environnement de travail digital qu'on met à leur disposition nous permettent, je crois, d'attirer les meilleurs talents et de les garder. Alors, concrètement, 2 chiffres peut-être pour illustrer. 3,5 milliards, c'est le nombre de points de données que nous collectons chaque jour chez Air Liquide sur nos unités de production, nos 10 000 camions qui parcourent le monde et nos 24 millions de bouteilles. Et avec ces données, eh bien, nous avons plus de 150 cas d'usage et de produits digitaux qui sont développés. 2 exemples très concrets. L'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive. Ça nous permet de prédire à l'avance quel compresseur, dans quelle usine va peut-être lâcher dans les 6 prochains mois et de prendre les actions nécessaires avant la panne, de prévenir nos clients, bien entendu. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple très concret, l'intelligence artificielle et les données nous permettent de prédire l'utilisation, la consommation d'oxygène dans les hôpitaux, ce qui a été fort utile pendant la période de Covid, mais qui l'est encore aujourd'hui. Donc voilà, 2 exemples très concrets. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant à l'avenir ? Qu'est-ce qu'on essaye de développer aujourd'hui ? Eh bien, nous prévoyons une accélération très forte dans l'usage des données et dans l'intelligence artificielle. Et pour se préparer, nous avons lancé un grand programme de vulgarisation de la data science et de l'intelligence artificielle dans nos opérations. Et donc nous avons commencé déjà à former nos collaborateurs et nos collaboratrices à cette science de la donnée pour qu'ils puissent au quotidien l'utiliser et rendre leur job plus performant. Et donc l'objectif, c'est d'avoir 300 collaborateurs et collaboratrices formés à la data science et à l'intelligence artificielle dans nos métiers, dans nos opérations d'ici 2025. D'accord. Alors là, on a vu un petit peu pour les métiers traditionnels, mais il y a bien sûr toutes les nouvelles technologies qui se développent. Il y a bien sûr l'hydrogène, une question qui est abordée chaque année à l'Assemblée générale d'Air Liquide, une question qui passionne les actionnaires. Alors, l'hydrogène et son rôle dans la décarbonation, est-ce que vous pouvez commencer par faire le point sur le potentiel de l'hydrogène en général et pour Air Liquide en particulier ? Tout à fait. Alors je pense que face à l'urgence climatique et aux enjeux aussi de souveraineté énergétique dans son ensemble, l'hydrogène fera très certainement partie de la solution. On projette, quand je dis on, c'est pas Air Liquide, mais le marché, je dirais, projette qu'à l'horizon 2050, 20% de la demande énergétique sera remplie par l'hydrogène. C'est considérable. Au niveau européen, l'objectif, pour vous donner des ordres de grandeur, voilà, c'est de produire 10 millions de tonnes d'hydrogène en Europe d'ici 2030. Donc il y a une forte accélération, un énorme potentiel. Je dirais globalement qu'Air Liquide a plutôt une longueur d'avance sur le sujet, parce que ça fait depuis 60 ans
que nous avons développé notre expertise sur l'hydrogène, et pas dans un premier temps l'hydrogène pour la mobilité, mais l'hydrogène notamment pour les raffineries, la désulfuration des carburants, mais aussi pour le domaine du spatial. Donc nous sommes aujourd'hui déjà un leader dans l'hydrogène, et nous mettons en place les moyens. Nous avons notamment prévu d'investir 8 milliards d'euros dans l'hydrogène d'ici 2035, et nous avons une stratégie claire. Nous avons 2 marchés principaux que nous visons sur l'hydrogène, l'industrie et la mobilité, notamment les camions, les bus, les trains, et demain, on l'espère tous, l'avion. Voilà, donc le marché de l'hydrogène, là, cette fois-ci, dans son ensemble, c'est 2 500 milliards d'euros à l'horizon 2050. Donc même si Air Liquide n'en avait que 10%, c'est aujourd'hui 10 fois la taille, enfin ce serait 10 fois la taille du groupe aujourd'hui, donc absolument considérable. Alors simplement, cet hydrogène, pour l'instant, on le produit majoritairement à partir du gaz naturel. Hein, et l'objectif, le défi, c'est de produire un hydrogène vert, donc à partir de l'électrolyse de l'eau. Et comment peut-on faire pour assurer rapidement cette montée en puissance? Et électrolyse de l'eau à partir d'énergie verte. Voilà. Oui, alors tout à fait exact. Alors, je dirais déjà, peut-être dans un premier temps, que je crois sincèrement qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans technologie et sans nouvelles technologies, dont celle-ci, l'électrolyse de l'eau dont vous avez parlé. Alors, il y a pour moi 2 horizons de temps qu'il faut mener. Il y a le déploiement et la mise en œuvre de ce qui existe déjà aujourd'hui comme technologie. Donc l'électrolyse de l'eau, ça existe déjà aujourd'hui. Nous avons d'ailleurs un gros électrolyseur à base de technologie dite PEM, donc membrane à échange de protons au Québec, à Bécancour, qui tourne déjà aujourd'hui. Donc ça existe et il faut déployer le plus vite possible ces technologies parce que l'urgence climatique, c'est tout de suite maintenant, c'est pas dans 10 ans. Et en parallèle de ça, il faut continuer à développer les technologies, celles qui existent pour les améliorer, mais de nouvelles technologies également pour la prochaine décennie et pour produire cet hydrogène vert. Air Liquide, en plus de la production d'hydrogène vert sur lesquels nous sommes très actifs, donc comme vous l'avez rappelé, il s'agit de casser la molécule d'eau avec de l'électricité renouvelable globalement. Et nous avons monté un partenariat avec Siemens Energy pour produire de gros électrolyseurs pour nos besoins et pour les besoins d'autres clients, bien entendu. Donc nous avons des gros partenariats. Mais en plus de ça, nous développons aussi toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, parce qu'une fois qu'il est produit, cet hydrogène vert, il faut quand même le déplacer jusqu'à son point d'utilisation, soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide. Donc il faut le liquéfier, le transporter, le distribuer à nos clients. Et nous sommes bien présents sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Et puis juste pour finir, je dirais que si on veut accélérer en fait, le déploiement de l'hydrogène vert et vraiment sa montée en puissance, eh bien, il faut 2 choses. Il faut vraiment accélérer la production d'énergie renouvelable qui est nécessaire pour produire l'hydrogène. Donc là, ce n'est pas tellement Air Liquide, mais il faut vraiment accélérer la production d'énergie renouvelable et il faut développer les infrastructures. Alors, au-delà de l'hydrogène bas carbone dont on vient de parler, quelle solution Air Liquide met en place pour neutraliser le CO2 émis lors de la production, lors de la production, y compris d'hydrogène, hein, mais également lors de toutes les diverses productions industrielles? Alors, je dirais d'abord que notre ambition, c'est bien d'agir pour une société bas carbone. Nous avons annoncé nos objectifs en la matière, qui sont d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais avec un premier objectif et un premier point d'étape, je dirais, qui est de réduire de 33% nos émissions directes de CO2 à l'horizon 2035. Air Liquide va investir 8 milliards d'euros sur les sujets de la transition énergétique, pas que l'hydrogène, hein, d'autres sujets, y compris donc le CO2, d'ici 2025. Ça veut dire que la moitié de nos investissements industriels, entre maintenant et 2025, portent sur la transition énergétique. Donc c'est quand même une ambition très significative. Alors, il y a 2 choses que l'on fait principalement. C'est d'offrir... Comment on neutralise le CO2 Voilà. Alors, c'est d'offrir des solutions qui permettent de réduire les émissions de CO2, les nôtres, mais aussi celles de nos clients. Par exemple, en utilisant de l'oxygène
dans les procédés de combustion. Donc quand on utilise de l'oxygène par exemple dans un four à verre, au lieu d'utiliser de l'air, eh bien, on réduit de 15 à 20% la consommation énergétique et donc par là même les émissions de CO2 de ce client. On peut utiliser également de l'hydrogène pour certains procédés pour donc décarboner à la source les procédés. La deuxième chose que l'on peut faire pour les industries qui malgré tout continuent à émettre et ne pourront jamais complètement éliminer leurs émissions de CO2, eh bien, c'est de capter ce CO2 à la sortie de leurs usines. Et nous avons chez Air Liquide toutes les technologies nécessaires pour capter le CO2, le liquéfier, le cas échéant, et le transporter jusqu'à son point de séquestration. Voilà, donc toute la gamme de produits CryoCap. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous êtes les bienvenus à vous rendre sur notre stand. Et je dirais que le marché de la décarbonation, je finirai là-dessus, c'est un marché très important. C'est estimé à 1000 milliards d'euros, donc c'est considérable et c'est 10 fois la taille du marché des gaz industriels aujourd'hui. Donc c'est un marché qui offre aussi beaucoup d'opportunités pour Air Liquide. Le CO2, si je comprends bien, on le capte, on le transporte et on va le mettre dans des réservoirs, par exemple d'anciens puits de pétrole, c'est ça ? Par exemple, exactement. Donc nous, on ne va pas être chez Air Liquide responsable de la séquestration, ça c'est pas notre métier, mais on peut aller jusqu'au point de séquestration. On a développé une joint venture avec un partenaire Sogestran pour le transport de ce CO2 par bateau ou par barge, mais la séquestration, ça c'est là qu'on s'arrête, c'est pas notre métier. D'accord. Alors dans le domaine aussi dans le domaine vert, énergie verte, il y a le biométhane. On en parle moins, mais c'est aussi quelque chose sur lequel le groupe est actif. Absolument, c'est un sujet, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel aussi dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors le biométhane, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est du méthane qui est issu du biogaz, lui-même issu de la fermentation de déchets agricoles et végétaux. Chez Air Liquide, nous avons développé depuis déjà longtemps et nous avons toute une technologie pour purifier donc ce biogaz qui est issu de la fermentation des déchets, le purifier, le transformer en biogaz naturel ou biométhane. Donc c'est très vertueux. Pourquoi ? Parce que donc on transforme finalement des déchets en énergie. C'est une activité qui a une forte croissance pour nous chez Air Liquide, mais aussi pour tous les acteurs qui sont dans le domaine du biométhane. On en parle beaucoup moins que de l'hydrogène. Et pourtant, ça a un très fort potentiel. L'Europe prévoit d'augmenter de plus de 10 la quantité de biométhane qui va être produit là, dans la décennie. Et donc, je pense que ça a un très très fort potentiel. Nous, on a 21 unités de production de biométhane dans le monde, aux États-Unis, en Europe et maintenant même en Chine. Et je dirais un dernier mot, le biométhane, pourquoi c'est si vertueux ? C'est une énergie renouvelable. 2, c'est local, et avec des boucles d'économie circulaire très vertueuses. Et 3, ça va nous permettre d'être plus indépendants d'autres États, entre autres, plus indépendants énergétiquement. Et vous recueillez les déchets agricoles et c'est vous qui gérez complètement la... On travaille avec des partenaires évidemment pour recueillir et collecter les déchets et les collecter auprès des fermiers notamment. Donc on travaille avec des partenaires pour les collecter, mais ensuite on travaille sur la digestion de ces déchets, puis la purification en biométhane ainsi que sa distribution aux utilisateurs. D'accord. Alors on a parlé un tout petit peu au début de cette discussion de la conquête spatiale. Quand on parlait de l'hydrogène, c'était une des premières grandes applications. On y revient à la conquête spatiale, puisqu'on parle désormais d'aller vers Mars. Quel rôle le groupe Air Liquide peut-il jouer dans ce domaine-là ? Alors, dans le domaine du spatial, le groupe Air Liquide a une très longue histoire, puisqu'on a toujours accompagné notamment le développement des lanceurs Ariane. On a développé les réservoirs cryogéniques de cette belle fusée, de ces nombreuses générations, ainsi que la fourniture d'ergols, oxygène et hydrogène, pour faire s'envoler les fusées. Donc on a vraiment une longue histoire depuis 50 ans dans le domaine du spatial. Aujourd'hui, depuis quelques années, je dirais, le monde du spatial, c'est un marché en profonde transformation. On a vu l'arrivée de nouveaux acteurs comme SpaceX, mais également des startups, alors qu'on n'avait pas du tout ça il y a 10 ans, des startups dans le monde du spatial. Avant, c'était des grandes sociétés d'État qui géraient ça. Exactement. Et aujourd'hui, donc, ça se transforme d'un point de vue des acteurs.
mais également des tendances de fond. Donc il y a une demande accrue de connectivité, la 5G, l'IoT, etc., la géolocalisation, qui demande donc plus encore de satellites, mais également, pour revenir à notre sujet précédent du changement climatique, des besoins de satellites pour observer la Terre et pour mieux comprendre les conséquences potentielles et les impacts déjà aujourd'hui du changement climatique. Donc tous ces besoins, et puis, alors d'une manière aussi moins liée au changement climatique, mais un regain d'intérêt, je dirais, général pour l'exploration spatiale. Donc tout ça fait que le monde du spatial est vraiment en pleine transformation, et nous voulons continuer à y jouer un rôle très actif chez Air Liquide, en mettant à disposition notre expertise en cryogénie, donc le froid profond dont il y a besoin pour faire décoller ces lanceurs. Également des gaz rares dont on a besoin pour la propulsion des satellites, mais encore pour l'exploration spatiale, réfléchir à comment fournir l'oxygène nécessaire pour la vie sur la Lune peut-être un jour. On a aussi parlé au début de la présentation du travail en écosystème. Et dans ce domaine-là, vous avez la responsabilité d'Aliad, qui est le fonds de venture capital du groupe Air Liquide. Donc, quel est le rôle de cette structure? Quel intérêt pour Air Liquide d'avoir des participations dans ces sociétés? Est-ce que certaines vous les rachetez après, ou est-ce que c'est plus dans un but de co-développement? Alors, en effet, Aliad, donc on a monté ce fonds d'investissement dans des startups il y a une dizaine d'années. Notre fonds Aliad, il a investi dans 35 startups à ce jour, dans tous les domaines en fait et tous les marchés qui intéressent le groupe Air Liquide. Et certaines ont eu beaucoup de succès. Depuis 2020, nous nous orientons davantage encore vers des startups à impact. Donc différents impacts bien entendu, mais et nous avons quelques exemples. Pour vous en donner deux, nous avons investi dans Waga Energy, qui est une très belle entreprise dans le domaine du biogaz, dont on a parlé. Qui est rentrée en bourse d'ailleurs. Et qui est rentrée en bourse l'an dernier avec succès, et qui vient compléter vraiment nos activités et nos technologies chez Air Liquide. Nous avons aussi investi récemment dans Botalis, une entreprise qui fabrique des plantes, qui produit des plantes un peu rares et médicinales, mais sans endommager finalement la planète. Donc, pourquoi on investit dans ces startups? On prend des parts minoritaires dans ces startups. C'est en effet pour avoir accès à plus de technologies, celles que l'on ne peut pas forcément développer en interne et que d'autres entrepreneurs développent très bien, pour aller donc plus vite, et aussi un peu pour la fertilisation croisée. On a également un accélérateur de start-up sur l'un de nos campus d'innovation au Loges en Josas, notre campus d'innovation un peu phare. Et là, nous accélérons les startups, nous les accueillons, et le mélange des genres entre les entrepreneurs de startups et nos chercheurs, les chercheurs d'un grand groupe, eh bien, ça donne quelque chose de très productif, et ça permet à tout le monde d'apprendre l'un de l'autre, et ça nous permet, comme je l'ai dit, d'aller plus vite sur le marché. Et même au-delà d'Aliad et de l'investissement dans certaines startups, on constate qu'il y a une nouvelle tendance, c'est une innovation plus ouverte, quelquefois avec des partenaires de taille importante, aussi importante qu'Air Liquide. Et quelles sont les raisons de cette évolution? Je me souviens qu'au moment de la crise du Covid, monsieur Potier avait insisté sur le fait que les respirateurs, par exemple, avaient été développés en partenariat avec d'autres grandes sociétés pour aller plus vite, pour fournir les hôpitaux. Alors c'est un très bon exemple, en effet. Nous avions monté tout au début du Covid, là, en mars 2020, une task force, la task force des 10 000 respirateurs. Il s'agissait de produire 10 000 respirateurs pour les besoins de la France le plus vite possible. Et nous, c'était notre métier de fabriquer des respirateurs, mais en petite quantité. On n'avait jamais eu besoin de 10 000 d'un coup, donc on était incapable de le faire seul. Et donc on s'est associé avec 3 partenaires pour arriver, de gros partenaires industriels bien sûr, pour arriver à fournir dans les temps ces 10 000 respirateurs. Et ça nous a appris énormément. Et je pense que ça a été aussi un tournant pour nous de se dire on peut arriver à tellement plus et tellement plus vite quand on est ensemble. Et donc maintenant, on fait des grands partenariats aussi avec des industriels, parce que le point clé pour la transition énergétique, c'est qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. Même quand on a la technologie, pour passer à l'échelle, pour produire en grande quantité, et encore une fois, l'urgence, elle est maintenant, on ne peut pas attendre, donc travailler ensemble, on est beaucoup plus efficace.
Et vous avez quelques exemples de partenariats de ce type en dehors des respirateurs, je crois. Alors, l'exemple vraiment clé du moment, je dirais, c'est avec Siemens Energy. Hein, on va produire, on a une collaboration de développement, donc de co-développement de la technologie à base de PEM, hein, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a une joint venture de production d'électrolyseurs de grande taille, hein, ce ne sont pas des petits électrolyseurs là qu'on veut produire avec Siemens, et je pense qu'on combine bien nos forces. En plus, ça fait un acteur français, un acteur allemand, donc c'est très positif, je dirais, pour l'Europe. Et des partenariats comme ça, on essaie d'en monter de plus en plus dans le domaine de l'hydrogène, pour également développer les infrastructures hydrogène avec des partenaires type ADP ou Airbus, hein, parce que pareil, l'avion à hydrogène, c'est pas un acteur qui va le faire seul. Ça demande non seulement de repenser l'avion, mais de repenser toute l'infrastructure aéroportuaire autour. Donc c'est quelque chose qui se fait en partenariat. Et puis on travaille étroitement aussi, je l'ai pas mentionné, mais avec les pouvoirs publics, bien entendu, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres pays, pour au mieux, je dirais aussi, profiter des programmes d'incitation, mais aussi pour dialoguer sur les besoins d'industriels comme nous, pour permettre l'émergence d'une filière comme celle de l'hydrogène. Très bien, merci beaucoup. Alors là, on a un petit peu de temps pour les questions, donc c'est assez simple, il suffit de lever le bras et... Normalement, un micro va arriver. On va prendre la question au fond de la salle, là, et puis après, on reviendra ici, au milieu. Bonjour. On vous écoute, monsieur. L'hydrogène vert, ça demande une production d'électricité verte qui est relativement concurrencée par d'autres besoins. Est-ce que, avec l'hydrogène gris extrêmement bien maîtrisé, avec capture de CO2 à la base, ne serait pas un bon moyen de réduire, par exemple, la production de gaz néfastes, par exemple, dans les aciéries et autres usages industriels? Tout à fait. Alors, on a parlé en effet d'hydrogène vert et je l'ai mentionné, donc je suis tout à fait d'accord avec vous, ça demande énormément d'énergie renouvelable et il y a un peu une concurrence sur les capacités d'énergie renouvelable qui seront à notre disposition pour nous les industriels et pour beaucoup d'autres, hein, parce que même les acteurs du numérique, ils ont besoin aussi d'énergie, d'électricité renouvelable pour faire tourner leur data center. Donc il y a un peu de concurrence pour avoir accès à ces électrons verts. Et en effet, une autre solution, c'est de produire de l'hydrogène dit plutôt bleu, de manière dans le traditionnel, hein, à base de réformage de méthane, et ensuite de capture des émissions de CO2. Alors là-dessus, nous avons déjà à Port-Jérôme, en Normandie, une unité qui tourne avec notre produit CryoCap qui permet justement, associé à cette production d'hydrogène, je dirais, traditionnelle, de capturer quasiment l'intégralité des émissions de CO2 et ensuite soit d'aller les séquestrer, soit même de les réutiliser, hein, parce que le CO2, c'est un produit dont on a aussi besoin pour certaines applications, pour les serres, pour mettre dans vos boissons gazeuses. Et donc, on peut aussi réutiliser ce CO2 dans ces applications-là. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qu'on développe très activement également, parce que tout ne se fera pas du jour au lendemain à base d'hydrogène vert. Mais vous pensez que ce sera une solution transitoire avant l'hydrogène complètement vert, ou qu'on continuera, comme le suggère monsieur, à avancer dans les deux directions avec du bleu et du vert? Alors, en tout cas, pour la décennie qui s'ouvre, c'est clair qu'on aura les deux. Et après 2030, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense quand même qu'on ne s'en sortira pas complètement si on ne fait pas aussi de la capture du CO2. Hein. Donc moi, je pense que les deux seront des solutions qui vont vivre dans la durée. Très bien. Monsieur, on vous écoute. Dominique Chauvin, prospectiviste. On vous a posé la question de la capture et séquestration du CO2. Vous n'êtes pas dans le métier de la séquestration et donc vous sous-traitez ça à des entreprises qui sont en quelque sorte des éboueurs de CO2 moyennant un tarif. Et ma question porte sur ce tarif que vous payez à ces sociétés. Est-ce qu'il est très, très élevé par rapport au prix de CO2 une fois, deux fois, trois fois? Et du coup, compte tenu du prix du gaz en amont et de ce tarif pour séquestrer le CO2, est-ce que l'hydrogène bleu en question
n'est pas en fait pas du tout rentable déjà par rapport à un hydrogène vert du futur? Alors, ça dépend vraiment de où on se place sur la planète, parce que le prix du gaz naturel, qui permettrait de produire cet hydrogène bleu, puis ensuite de capter le CO2, il n'a pas le même prix partout. Et donc, si on se place aujourd'hui en Europe et dans les 6 derniers mois, oui, le prix du gaz naturel était tel que je pense que l'hydrogène vert était peut-être plus compétitif. Après, je pense que ce n'est pas un prix qui va rester dans la durée, ce prix très élevé de gaz naturel. Donc, je pense que les tarifs qu'on a aujourd'hui de séquestration, alors ce n'est pas forcément à nous de traiter avec ce que vous appelez les éboueurs du CO2, ça peut être aussi à nos clients. On leur offre la possibilité de capter leur CO2, de le transporter, et puis après, eux traitent avec le fameux éboueur du CO2. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur la chaîne de valeur, les différents prix entre la capture, le transport et le stockage, ce sont des solutions compétitives. Ce sont des solutions compétitives. Donc, sauf si on reste dans un monde où le prix du gaz naturel est excessivement élevé, l'hydrogène bleu est compétitif par rapport à l'hydrogène vert. Mais tout dépend encore une fois de la géographie dans laquelle on se place. Si on est dans une géographie où on a énormément d'énergie renouvelable, bon marché, par exemple de l'énergie hydraulique, très bon marché, alors il est plus intéressant de faire de l'hydrogène vert. Donc ça dépend vraiment de la géographie et de son mix énergétique propre. Et il y a suffisamment de structures de stockage de CO2 disponibles ou pas? Ou est-ce qu'on arrivera à saturation assez vite? Alors je pense qu'il y aura suffisamment de... Nos études, je dirais, montrent plutôt, même si on n'est pas encore une fois dans le business de séquestration nous-mêmes, que ça ne sera pas un problème de trouver des aquifères salins et autres endroits de stockage dans le monde pour stocker ces quantités de CO2. Après, les questions, c'est plus l'acceptation sociétale, etc. Mais ce ne sera pas un problème de disponibilité des puits. D'accord. Monsieur. Alors, pour rebondir à la précédente question, j'aurais une question relative à l'énergie bleue, non pas sous l'aspect de la compétitivité ou de la rentabilité, mais à propos de son impact réel. On sait très bien que l'énergie bleue, faite avec captation du CO2, est à seulement 11% ou 12% d'émissions de CO2 par rapport au gaz, à l'énergie fossile. Donc je me pose la question de savoir si véritablement c'est un impact concret pour la transition écologique et si c'est pas par défaut un choix, à défaut de prendre de l'énergie verte, on fait de l'énergie bleue en seulement captant du CO2, mais est-ce que véritablement c'est quelque chose qui a un impact efficient? Alors pour moi, c'est mieux de faire ça que de rien faire déjà. Deuxièmement, comme on l'a mentionné dans la toute première question du fond de la salle, à un moment, on n'aura pas forcément assez d'énergie renouvelable pour pouvoir juste se satisfaire de ça. Donc il faudra bien traiter quand même les émissions qui restent. Et je pense qu'on ne pourra pas faire disparaître et éliminer toutes les émissions de CO2 qui vont être produites dans les 10-15 prochaines années. Donc à mon avis, on n'a pas le choix, si on est vraiment sérieux sur la lutte contre le changement climatique, que de faire les deux, de développer les énergies renouvelables, mais aussi de capter le CO2 qui est émis, parce qu'il y a des industries qui sont très difficiles à décarboner à la base, par exemple les cimentiers. Donc, à part si on se dit on n'a plus besoin de ciment, on arrête de produire de ciment, sinon il faudrait quand même bien décarboner cette industrie et il n'y a pas 50 moyens. Donc je pense que globalement, il y aura vraiment la place pour les deux, à la fois la capture de CO2. Il ne faut pas que ce soit une solution par défaut pour ne rien faire par ailleurs et ne pas développer les énergies renouvelables, absolument pas, mais ça vient en complément à la fin pour aller plus vite et adresser le problème du changement climatique. Et également donc, pour adresser ce qu'on appelle les industries dures à décarboner, hard to abate, comme on dit en anglais, qui vont devoir quand même être décarbonées si on veut atteindre un réchauffement climatique acceptable dans les prochaines décennies. Merci. Autre question? On va prendre une question là-haut, monsieur. Puis après, il y aura au dernier rang. Oui, on vous écoute. Donc Jérôme Clave, petit actionnaire d'Air Liquide. Ma question est à nouveau plutôt technologique sur l'hydrogène vert. Bon, c'est pas nouveau l'hydrogène, c'est de l'électrolyse. Donc c'est une technologie qui a 200 ans, même plus.
Par contre, c'est une technologie qui est absolument inefficace sur le plan énergétique. Et pour l'instant, enfin du moins depuis une dizaine d'années, est-ce que vous pourriez faire un point là-dessus sur les avancées en termes de rendement de production de l'hydrogène à partir de l'électrolyse, en termes de et en particulier quand on voit un prix d'électricité à 400 € du mégawattheure, comment on peut faire un hydrogène compétitif? Est-ce qu'on améliore l'efficacité énergétique du process? C'est ça que... Oui, ça peut être votre question. Voilà, oui, en gros c'est ça. Oui. Alors, en effet, l'électrolyse de l'eau existe depuis de très très nombreuses années. Vous avez tout à fait raison. Et c'est sans doute pour les raisons que vous évoquez qu'on ne l'a pas démocratisé tant que ça et qu'aujourd'hui on produit de l'hydrogène massivement à partir de réformage de méthane parce que c'est un procédé plus efficace énergétiquement. Donc là, je vous rejoins, bien entendu. On a à peu près 60% de rendement. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on doit faire mieux? Oui, absolument. Est-ce qu'on arrivera à des rendements qui seront comparables avec la production traditionnelle d'hydrogène? Je ne suis pas sûre. C'est combien le rendement sur la production ça va être beaucoup plus. Donc là, aujourd'hui, à un moment, ce n'est pas la production la plus efficace, mais pourquoi on le fait? C'est parce qu'on veut de l'hydrogène bas carbone. Hein. Si on n'avait pas la contrainte d'avoir de l'hydrogène bas carbone, honnêtement, on ne développerait pas l'électrolyse de l'eau. Hein. Donc ça, c'est à peu près sûr. Donc là, je vous rejoins complètement. En revanche, il y a quand même des développements qui sont faits importants aujourd'hui sur l'électrolyse de l'eau, sur les différentes technologies d'électrolyse. Je ne veux pas quand même rentrer trop dans le détail, mais il y a différentes technologies d'électrolyse qui existent, l'alcalin, le PEM, et de nouvelles technologies pour la prochaine décennie. Sachant qu'un des éléments clés qu'on regarde en plus de de rendement, c'est la quantité de métaux rares qu'il faut pour certaines technologies d'électrolyse. Et là, il y a des gros programmes de développement de recherche pour trouver de nouvelles technologies qui utilisent moins ou pas de métaux rares dans ces électrolyseurs. Donc il y a de vastes programmes de recherche absolument passionnants qui nous permettront, je suis sûre, d'avoir des électrolyseurs à la fois plus efficaces et moins consommateurs en métaux rares. Merci. Monsieur? Oui, bonjour, Christophe Zeller, investisseur institutionnel. Je voudrais faire un petit débat sur la taxonomie. Il n'y a pas longtemps, à Bruxelles, quand on parlait de taxonomie, le nucléaire n'était pas du bon côté de la barrière, si je puis dire. Aujourd'hui, le nucléaire est retombé dans une énergie verte. À l'inverse, vous avez un certain nombre d'associations qui ont demandé, qui font auprès de Bruxelles, dans le cadre de la taxonomie, de sortir les éoliennes de vert. Pour eux, les éoliennes ne sont pas vertes. Alors, les éoliennes ne sont pas vertes pour plein de raisons. Je vais vous en citer quelques-unes. D'abord, c'est un mensonge d'État sur une écologie falsifiée. C'est également des programmes basés sur des données scientifiques et économiques mensongères. C'est un massacre de la France. Ce sont des dégâts environnementaux et sociaux gigantesques. C'est une atteinte à la santé humaine et à la biodiversité. C'est une atteinte à la propriété, à la valorisation des biens. C'est également une campagne de désinformation et d'intoxication inouïe. Alors, je vais aborder juste un petit point sur la santé. Madame, je ne sais pas quel âge avez-vous, mais moi qui suis sans doute beaucoup plus vieux que vous, je me souviens qu'il y a quelques années, on m'avait dit, j'étais bête, j'étais jeune, que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière en Allemagne. C'était l'État qui nous le disait à travers une agence. Après, un peu plus tard, on m'a dit que le sang contaminé n'était pas dangereux du tout, tout allait bien, Madame la Marquise. Après, on m'a parlé de l'amiante et on m'a dit l'amiante, pas de souci. Et puis, plus récemment, pour 100% de la salle, on nous a dit, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, il nous a dit, eh bien écoutez, les masques, ça ne sert à rien. Vous vous souvenez, c'était au tout début du Covid. Votre question, monsieur, s'il vous plaît, parce que le temps avance. Oui, ma question, c'est est-ce que à un beau moment, je comprends toutes les problématiques de sobriété, je comprends tout ce que vous avez dit et je vous salue pour la qualité de vos réponses, mais néanmoins, ma question c'est, faut-il privilégier la production d'énergie à travers des éoliennes ou s'intéresser d'abord à la santé humaine ? Vous préférez qu'on tue les gens et qu'ils aient l'électricité ou vous préférez que les gens soient vivants et qu'ils se chauffent autrement ? Je vous remercie. Merci pour cette question un peu provocatrice.
Alors, moi, je ne veux pas me prononcer sur la taxonomie et sur tout ce que le gouvernement a pu nous dire ces dernières années. Vous remontez même à Tchernobyl. Je ne suis pas représentante du gouvernement, donc je ne me prononcerai pas. Je suis juste au comité exécutif du groupe Air Liquide, et c'est tout. Donc, je ne me prononcerai pas sur la taxonomie. Nous, notre métier, c'est de travailler avec des énergéticiens qui nous fournissent l'énergie renouvelable ou l'énergie bas carbone, parce que renouvelable et bas carbone, ce n'est pas forcément exactement la même chose, dont on a besoin pour nos électrolyseurs, mais pas que, pour aussi nos unités de production de gaz de l'air. Ces gaz de l'air, ce n'est pas uniquement pour faire de l'énergie ou pour faire des produits dont on n'a pas besoin, c'est aussi pour produire de l'oxygène pour les hôpitaux, pour la santé. C'est pour produire de l'oxygène pour les traitements de santé à domicile dans lesquels nous sommes très actifs, c'est-à-dire fournir de l'oxygène pour des patients qui sont atteints de maladies respiratoires chroniques et très graves et qui sont suivis à domicile, qui parfois doivent prendre de l'oxygène 24 heures sur 24. Donc ces unités de production d'oxygène, il faut bien qu'elles continuent à vivre, il faut bien qu'elles soient alimentées en électricité. Et après, on a le choix entre de l'électricité très carbonée ou de l'électricité nucléaire ou à base d'éoliennes. Eh bien, je pense quand même que c'est mieux d'avoir de l'électricité bas carbone. Voilà ma position, et que ça n'est pas contradictoire avec le développement des activités santé, en tout cas que nous, on a dans le groupe. Alors je vois que l'heure avance et que le temps qui nous était imparti est presque terminé. Donc je vais vous passer la parole pour conclure. Très bien. Alors merci beaucoup pour cette séance et cet échange. Comme je l'ai dit au début, je suis ravie qu'on ait cette séance d'échange avec les actionnaires. Les actionnaires individuels, c'est vraiment ce qui fait la force d'Air Liquide. Pour conclure, je dirais que je crois vraiment que notre stratégie d'innovation chez Air Liquide, stratégie ouverte sur les écosystèmes, est la bonne et qu'elle nous rend plus agiles et plus efficaces. Je suis tout à fait confiante dans la capacité de notre groupe à capitaliser sur nos forces. Et nos forces, je dirais, elles sont trois forces principales. On est un groupe très technophile. On aime la technologie, on aime tester, faire des pilotes. 2, on est un groupe qui est curieux, les gens aiment apprendre, aiment comprendre, je pense que c'est une grande force. Et 3, une grande proximité avec nos clients et nos patients. On en a presque 4 millions, et c'est ça aussi, c'est de là qu'on tire notre force. Et grâce à ça, on a des équipes extrêmement engagées, dont certaines sont là dans la salle et que je tiens à saluer et à remercier chaleureusement. Donc pour conclure, notre ambition, c'est d'être un champion des solutions climat. Et pour nos actionnaires, je dirais investir dans Air Liquide, c'est investir sur le long terme, dans la croissance durable, mais aussi contribuer au progrès et à la préservation de la planète. Merci. Merci beaucoup, Émilie Mourin-Renoir. Et j'ajoute qu'il y a plusieurs présentations thématiques qui sont organisées par Air Liquide lors de cet Investir Day. Merci.